Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira d'un update lecture. J'ai beaucoup lu ce mois-ci, compte tenu du peu de temps que j'avais. Voilà. Il y a beaucoup d'ouvrages que je dois vous présenter. Il y en a qui remontent à cet été, donc ça commence à être un petit peu lointain en termes de souvenirs. Et il y en a donc que j'ai lu très récemment, mais qui sont plus brefs. Je vais essayer de mélanger un peu tout ça sur 2 voire 3 avis lecture parce qu'il y a quand même beaucoup de titres. Donc on commence tout de suite. Le premier ouvrage dont je vous parle, il s'agit de Hazel, la petite sorcière, une année dans la forêt, qui est un ouvrage graphique comme ceci, qui se présente comme un album jeunesse avec des illustrations extrêmement originales, je trouve, et avec des teintes sublimes. Il était absolument parfait pour la saison, bien qu'il retrace toutes les saisons, puisqu'on suit Hazel, cette petite sorcière qui vit dans les bois avec ses amis de la forêt, donc majoritairement des animaux, et qui va donc avoir tout un tas de petites péripéties liées aux saisons. Donc on commence, me semble-t-il, avec l'automne, si je ne me trompe, non, avec le printemps, où elle va découvrir un œuf qui va éclore et voir donc émerger une petite chouette ou un hibou, je ne sais plus. Ensuite on a l'été où on va avoir Hazel qui est un peu désespérée à l'idée de travailler alors que tous ses compagnons de la forêt s'amusent. On a ensuite l'automne qui nous présente donc un espèce de personnage caché dans un tronc d'arbre que tout le monde pense être un monstre terrifiant et qui se trouve être un tout petit troll très très mignon. Et enfin on a l'hiver qui nous présente donc Hazel qui s'égare dans la forêt en essayant de rentrer chez elle après avoir prodigué des soins à une de ses amies. C'est vraiment un texte qui est très très mignon, qui s'adresse à un public jeunesse bien sûr, mais qui correspondra tout à fait également à un lectorat plus adulte. D'une part, je trouve que les illustrations peuvent être savourées par le plus grand nombre parce que cette originalité, ce trait a un côté qui ressemble un petit peu, je trouve, aux albums jeunesse des années 80. Donc je pense que ça peut être une petite bouffée de nostalgie également. Et l'histoire, la forme, on retrouve énormément de vocabulaire typique également des albums des années 80, donc c'est un peu plus exigeant peut-être que les albums actuels. Les thématiques dont on traite sont finalement sensiblement les mêmes que la plupart des albums de jeunesse, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la diversité, de l'inclusivité, de la différence, des peurs, du deuil, bref, énormément de thématiques de ce type-là, mais c'est très très bien fait. Et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres ouvrages de ce titre. Je ne voulais pas mentionner, mais c'est publié chez les éditions des éléphants. C'est une petite maison d'édition qui mérite vraiment d'être plus mise en avant, je trouve, à minima sur les réseaux sociaux, puisque je pense qu'en librairie, elle fonctionne très bien. Les ouvrages sont toujours très beaux, très qualitatifs d'un point de vue du rendu, de l'impression, des pages. Vraiment, on est sur quelque chose de très bien travaillé avec des finitions qui sont toujours très appréciables. Donc je ne peux que vous recommander ce titre qui est un petit coup de cœur pour moi et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un petit coup de cœur pour un album jeunesse. Je reste un petit peu dans les mêmes thématiques avec le premier tome de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud publié chez les éditions L'École des loisirs. Donc le premier tome c'est des souvenirs de Ferdinand Top et c'est illustré par Sanoé. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation et que la surbrillance de la couverture ne vous dérange pas. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce titre qui connaît un engouement certain sur les réseaux sociaux et que pour ma part j'ai choisi de lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge puisque Guimoz cette année a consacré quasiment l'intégralité d'un menu ou tout du moins a construit un tableau, pardon, et non pas un menu, cette année c'est des tableaux autour de Mémoire de la forêt. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir ce titre. Donc là, c'était l'occasion parfaite. Dans la foulée, je me suis procuré le tome 2 que je n'ai pas encore lu et le tome 3 est sur le point de sortir. Au moment où vous verrez cette vidéo, il sera certainement sorti. Personnellement, j'ai adoré cette lecture, j'ai trouvé ça terriblement émouvant. Je suis vraiment passée par toutes les émotions possibles en lisant ce livre. Je pense que c'est un ouvrage que j'aurais vraiment adoré découvrir enfant. Les illustrations sont somptueuses, on a vraiment de très très belles planches avec des forêts et puis même les personnages sont très beaux en fait. On a vraiment quelque chose de très... Alors celui-ci, il est centré autour du printemps, je pense, mais les illustrations font toujours très, très automnales.
On va suivre donc les aventures alors comment il s'appelle, Archibald de Renard, qui tient une librairie, donc la librairie de la forêt, et qui un jour je reprends du début, il va recevoir un client qu'il ne voit pas en fait, tout simplement, et à qui il vend un livre. La tradition de la librairie est que tous les noms des acheteurs soient notés dans un registre. Ce registre met en avant à la fois le nom de l'acheteur et le titre acheté, puisque de ce que j'ai compris, les livres sont disponibles à titre unique, il n'y a qu'un seul exemplaire. Donc malheureusement ce jour-là, Archibald de Renard va faire une vente sans prendre le temps de noter qui est l'acheteur de ce fameux titre. Et le lendemain, son camarade Ferdinand Top va se rendre à la librairie, chercher désespérément son ouvrage et se rendre compte que finalement cet ouvrage a été vendu au fameux vendeur anonyme dont on ne parvient pas à connaître l'identité. Et c'est là que va commencer la grande aventure de Ferdinand Top et d'Archibald de Renard, puisque Ferdinand Top souffre d'une maladie qui serait équivalente à la maladie d'Alzheimer, mais qui est la maladie de l'oubli-tout. Et Ferdinand Top a perdu sa femme, donc il la cherche partout. Et pour lui, la clé pour la retrouver se trouve dans l'ouvrage qui a donc été vendu à cet acheteur anonyme la veille. Donc, pour pallier son erreur, Archibald de Renard va l'accompagner dans cette aventure, et là on va rencontrer vraiment toute une fresque de personnages plus mystérieux, plus drôles, plus attachants les uns que les autres, et c'est vraiment un ouvrage qui est très très beau, je ne sais pas si c'est un premier ouvrage dans le sens premier livre de l'auteur, c'est un premier tome, ça c'est une certitude, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment très très réussi. C'est un livre que je mettrai à disposition de mes élèves, je pense, rapidement. D'ailleurs il m'avait déjà été demandé en début d'année lorsque j'étais en train de le lire, parce que je pense qu'il plaira beaucoup, et il est extrêmement touchant. C'est un livre qui parle de thématiques qui sont difficiles, donc comme je vous le disais déjà, on a ce transfert finalement de la maladie d'Alzheimer qui devient la maladie de l'oubli-tout, et on a cette fusion, cette amitié très puissante entre Ferdinand Top et Archibald de Renard, qui fait vraiment tout pour aider son ami qui petit à petit perd des morceaux de lui-même et des parts entières de sa conscience. Enfin, c'est bouleversant. Je peux que vous recommander de lire Mémoire de la forêt. Je suis impatiente de lire le tome 2. Et là, très rapidement, je me procurerai le tome 3, parce que je pense qu'ils ne resteront pas longtemps dans ma palle, compte tenu du fait que ça se lit déjà extrêmement vite, mais qu'en plus, les histoires sont très très agréables à lire. Et là, c'est parfait actuellement avec la période scolaire, parce que je n'ai pas forcément le temps de me lancer dans des énormes romans, même si vous allez voir, je l'ai fait quand même, mais je manque un petit peu de motivation et de concentration. Et là, c'est parfait. C'est pas très exigeant, mais par contre, c'est très beau, c'est très poétique, c'est très touchant. C'est voilà, une série que je vous recommande vivement. Et on reste encore dans une thématique finalement assez proche avec un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, publié chez les éditions La Talente. Alors je viens d'apprendre qu'un second tome était sorti. Alors bon, certes, il était présent sur la troisième de couverture, mais je ne le savais pas. Voilà, donc le tome 2, c'est Une prière pour les cimes timides. Je vais le commander dans la librairie de proximité très rapidement, dès que je peux. Donc un psaume pour les recyclés sauvages, c'est un livre qui a fait également beaucoup de bruit ces derniers temps sur Bookstagram. En ce qui me concerne, Becky Chambers, je ne l'ai pas encore découverte, mais j'ai l'espace d'un an dans ma palle depuis maintenant plusieurs années, puisqu'il m'avait été envoyé par les éditions La Talente lors de la sortie d'un autre de leurs titres un petit peu horrifique. C'était Le Chant du Coucou, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça remonte vraiment, hein. Je pense que ça devait être ma première année sur Instagram, peut-être 5 ans, 6 ans, enfin ça fait vraiment un moment. Et je n'avais toujours pas pris le temps de découvrir la plume de cette autrice. J'ai tellement entendu du bien de Un psaume pour les recyclés sauvages que je me suis dit que c'était le moment. Donc il y a des siècles, les robots de Panga, c'est donc la planète sur laquelle on se trouve, ont vécu une rupture avec les humains. Jusque-là, ils étaient bien évidemment serviteurs des humains et conçus donc pour aider les humains à gérer au mieux leurs entreprises, leurs sociétés, bref, travailler à leur place. Mais un consensus va être trouvé entre humains et robots,
et chacun va partir vivre de son côté comme bon lui semble sans interagir avec l'autre. Leur statut est presque devenu celui de mythe et de légende, ou tout du moins c'est le cas pour Dex que nous suivons, qui est le personnage principal du récit, qui est moine de thé. Donc c'est un métier, une formation, je ne saurais pas vraiment comment dire parce qu'on peut pas vraiment parler de rémunération dans ce titre non plus. En tout cas, sa tâche, ça va être de créer des thés et des tisanes qui vont répondre aux besoins des personnes qui le sollicitent. Donc par exemple, lorsque quelqu'un vient le voir pour, je sais pas moi, parce qu'il est triste, parce qu'il est stressé, parce qu'il est anxieux, parce qu'il a peur, parce qu'il a du mal à dormir, parce qu'il a du mal à s'occuper de ses enfants ou quelque chose comme ça, Dex va être là pour créer l'infusion, la tisane parfaite qui va venir réconforter la personne. Ce n'est pas quelque chose de magique, c'est plus quelque chose qui va être basé sur l'écoute, sur le temps partagé ensemble et vraiment sur l'échange humain. C'est vraiment un ouvrage qui parle quasiment que de ça en fait. Quasiment que de la bienveillance qu'on peut avoir les uns envers les autres et de la patience, du temps et de l'énergie qu'on devrait mettre dans la création de véritables rapports sociaux les uns avec les autres. Et c'est vraiment très joli. Un jour, Dex ne va plus se reconnaître dans sa vocation et malgré le fait que la plupart des personnes qui se tournent vers lui sont très satisfaites de ses services, lui va se sentir un petit peu incompris et en rupture finalement avec sa tâche et décider de partir en escapade vers un monastère détruit pour enquêter un petit peu sur les origines des moines de thé et puis plus généralement pour partir à l'aventure. Sauf que sur son chemin, un soir, il fait un feu pour manger, tout ça, donc jusque-là tout va bien. Et il va être interrompu par Omphale Tacheté Sublime, alors qui est un robot. Il faut savoir que le nom des robots vient de la première chose qu'ils ont vue. Donc Omphale Tacheté Splendide va surprendre Dex en train de danser nu autour de son feu. Dex va être extrêmement gêné et surtout très surpris de rencontrer un robot pour la première fois, puisque comme je vous le disais, le statut des robots est presque passé à celui de mythe, puisque les hommes de la génération de Dex n'ont pas vu de robots, n'ont jamais côtoyé de robots. Ils pensaient même qu'ils avaient tous disparu. Et pourtant, voilà. Pourtant, Omphale est là et Omphale et Dex vont commencer à se découvrir l'un l'autre. Donc Dex va découvrir la particularité des robots et Omphale va pouvoir poser énormément de questions sur l'humanité. Mais la question à laquelle il veut absolument trouver une réponse, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour que les êtres humains soient heureux. Plus précisément, de quoi les humains ont-ils besoin absolument? Et le problème, c'est que cette question, elle va varier d'un être humain à un autre. Mais il va passer un accord avec Dex. Il va l'accompagner donc jusqu'à ce fameux sanctuaire dans les bois, sanctuaire qui est tout de même assez dangereux d'accès. Et en contrepartie, Dex doit l'aider à trouver une réponse à cette question. En tout du moins, la réponse la plus pertinente possible. Alors, pour l'instant, je n'en suis pas là, on ne va pas jusque-là dans le livre, mais certainement en croisant plusieurs réponses pour enfin arriver à quelque chose de représentatif, même si finalement toute la problématique du roman se porte justement sur le fait que les besoins sont différents selon les personnes et que parfois quand on a déjà beaucoup, on n'a pas besoin de plus, voilà. Donc c'est un très très joli petit conte philosophique, c'est vraiment très positif, on n'est pas du tout dans une société post-apocalyptique, évidemment on est dans une ère de, je dirais, régression technologique au sens où on sent que les êtres humains ont relié avec la nature, sont moins dans la consommation, sont moins dans l'agitation, la frénésie des centres-villes et de la surconsommation. Ça, c'est une certitude, mais on n'est pas dans un livre post-apocalyptique. Aucun personnage ne porte un regard cynique ou dur sur le monde qui l'entoure. Bien au contraire, les personnages sont tous très doux, très attachants et très portés sur leur environnement, très conscients de leur environnement finalement. Donc voilà, pour tout ça, j'ai trouvé que c'était super. Je ne connaissais pas l'écriture de Becky Chambers, alors c'est extrêmement simple, évidemment c'est une traduction ici, mais je trouve que c'est très joli, c'est très agréable à lire. Je pense que même un novice en matière de fantasy fantastique peut tout à fait trouver son compte dans ce récit-là. Je pense qu'on pourrait appeler ça de la
SF cocooning un petit peu, ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'était très très mignon. Et ce que je vous invite à faire, alors je ne l'ai pas encore terminé, j'ai commencé à regarder la vidéo de Cassandra de Croque les mots qui a fait une vidéo dédiée à Becky Chambers puisqu'elle a découvert Becky Chambers cette année. Et je pense que la vidéo va être super intéressante parce que je l'ai commencé, j'ai déjà trouvé ça très cool. Donc vraiment, si vous voulez en savoir plus, tournez-vous vers la chaîne de Cassandra. Moi, dès que j'aurai lu le tome 2 de cette saga et l'espace d'un an, je vous ferai un point, bien évidemment, sur mon opinion sur les titres de Becky Chambers. Mais en tout cas, celui-ci, c'est vraiment... c'est une très très belle découverte, tant en termes d'histoire qu'en termes de genre littéraire à part entière, de ce que ça crée. Je trouve que c'est super intéressant. On est habitué à avoir des futurs... apocalyptique, difficile, vraiment dur à encaisser. Là, pour le coup, on est dans quelque chose de complètement différent, avec une humanité qui a pris conscience de ses erreurs, qui a essayé de modifier son comportement et de faire en sorte de s'inscrire dans la nature plutôt que de lutter contre perpétuellement. Et vraiment, c'était très très beau pour tous ces messages-là. Alors, c'est sûr que c'est très optimiste comme point de vue, mais parfois, ça fait du bien. De la part des éditions Glénat, j'ai reçu il y a peu donc les tomes 1 et 2 de Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson et Si. Alors je ne connaissais pas du tout le travail de Marc Dubuisson, qui apparemment a produit bon nombre de graphiques chez Glénat, mais pas seulement. En revanche, je connaissais le travail de Si, ou de Sai, je ne sais pas comment ça se prononce, pour Radium Girl, qui avait été un véritable coup de cœur, qui est un graphique qui parle donc de la condition des femmes lorsqu'elles travaillaient dans les usines de montres. Donc là, je ne m'attendais pas du tout à ça, on est dans quelque chose de complètement différent. Donc déjà, le scénario n'est pas de Si, Sai ici, mais de Marc Dubuisson, et on est dans un scénario, je dirais, de... fantasy, oui, puisque en fait Anna va partir en expédition sur le navire de Christophe Colomb. Alors c'est assez compliqué, je trouve qu'au départ c'est assez confus, hein. Le propos initial, c'est vraiment que Anna travaille dans les cales des navires pour déplacer des caisses en fait avec un compagnon à elle, et elle va se retrouver bloquée sur le navire de Christophe Colomb et donc embarquée pour la grande traversée de l'Europe aux Indes. Et donc on a toute cette dimension historique avec l'histoire de Christophe Colomb qui est un personnage très farfelu dans le roman graphique, même si on le voit finalement assez peu. Nous on suit majoritairement Anna et donc son compagnon. Très rapidement on bascule dans le domaine de la fantasy, ou du fantastique. J'ai vraiment du mal là à définir pour le coup. En gros, le navire va traverser une espèce de partie bien spécifique du monde qui est une espèce de porte qui fait basculer dans l'entremonde. Mais il y aurait plusieurs entremondes et en gros, pour vous donner un ordre d'idée, l'entremonde, ce serait l'équivalent d'un monde parallèle finalement. Donc, pas vraiment un monde parallèle parce que c'est pas comme si on allait retrouver les existants d'un monde dans l'autre, mais on va dire un autre monde, voilà. Tout simplement. Donc Anna va basculer dans cet autre monde. Elle va vivre ça comme si le navire avait échoué. Alors c'est très compliqué d'ailleurs de savoir si le navire a véritablement échoué dans notre réalité ou pas. Mais elle va se retrouver sur une plage et embarquée par un personnage assez haut de jeu. Puis finalement va être sauvée par la capitaine d'un autre navire, donc dans cet entremonde. Et en gros, on va partir en quête des compagnons disparus d'Anna, et notamment donc de Christophe Colomb, même si la personne qu'Anna va particulièrement chercher, c'est son ami avec qui, alors je ne me souviens plus son nom, mais son ami avec lequel elle chargeait les cales des bateaux. Alors c'est une histoire que j'ai trouvée... Alors il y aura 4 tomes déjà, donc ce que j'ai trouvé très intéressant, je vais commencer par le positif, c'est qu'à la fin du recueil, vous avez toute une partie avec des questions-réponses, donc avec les questions posées aux auteurs, donc à l'illustratrice et à l'auteur. Donc j'ai tout lu parce que je trouvais que c'était intéressant, et initialement c'était censé être une sorte de comédie, ces titres-là, sauf que Sai, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, refusait de travailler sur le titre si on partait dans une dimension vraiment comique. Ce qui l'intéressait, c'était plutôt de travailler sur l'aspect, on va dire, fantastique du récit. Donc l'auteur a fait des choix. Les choix ont bien évidemment été pris de manière consensuelle, il y a eu une concertation, etc., etc. Tout est expliqué ici.
Et ça, c'est doublé donc du fait que l'identité initiale donc, du titre a changé, j'imagine, puisque ce n'est pas ce que l'auteur comptait faire au départ. Et Si a souhaité vraiment casser l'identité qu'elle avait donnée à ses personnages dans Radium Girl, donc varier complètement les couleurs. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur le tome 1 et le tome 2, ce qui prédomine, ce sont vraiment des teintes très... On garde le côté pastel, mais on est vraiment majoritairement dans des nuances de bleu, de rouge, de jaune. Et donc tout le long du roman, ça va être comme ça. Hein. Donc les illustrations sont très belles, les couleurs sont très belles. Je suis plus sceptique concernant l'histoire. Déjà, je me suis sentie un petit peu perdue. Là, les 2 tomes, ça représente donc la moitié de l'histoire. Il y en aura 4 en tout. Il devait y en avoir 6 initialement. Enfin, en tout cas, c'était le vœu de Marc Dubuisson. Finalement, il n'y en a que 4. Moi, personnellement, je trouve que déjà là, au bout de 2... il s'est pas passé grand chose. Et je dirais que ce qui s'est passé, c'est finalement assez peu clair. Donc voilà, je suis pas forcément en demande d'une suite. En revanche, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans le second tome, donc à la fin, nous avons une présentation des différents êtres qui peuplent l'entremonde. Et là, par contre, j'ai trouvé que c'était très intéressant et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ces personnages-là. Notamment, ce qu'on appelle donc les égoutiers qui sont ici et qui sont représentés ici aussi. Donc, à un moment de cette histoire, Anna va revêtir le costume des égoutiers pour rester incognito. Et bref, il va se passer tout un tas de choses, mais j'ai beaucoup aimé la mythologie autour des égoutiers, même si on rentrait finalement très peu dans le détail. Je trouvais que c'était très intéressant de voir cette espèce de population invisible qui paradoxalement peut absolument tout espionner puisque personne ne leur porte attention. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais en dehors de ça, comment dire, je trouve que les créations vraiment au sein de l'univers sont sympathiques. C'est plus la cohérence interne qui va me déranger et le déroulement du récit. En soi, c'était pas mal, hein. Je veux dire, j'ai enchaîné les 2, donc c'est que c'était tout de même intéressant. Mais c'est pas forcément ce que j'ai préféré et je lirai la suite par curiosité, mais je pense pas qu'on sera sur un coup de cœur ou sur une révélation. Et je termine avec Asphodèle de Louise Lebar et Flo Kera. Donc c'est un ouvrage qui est dans ma palle depuis très longtemps également, puisque Noir d'Absinthe les éditions Noir d'Absinthe me l'ont envoyé lors de sa sortie, donc ça fait peut-être maintenant 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Louise Lebar, j'aime énormément sa plume. J'ai lu Vers de lierre qui est sorti donc il y a, je sais pas, peut-être 4 ans maintenant, quelque chose comme ça. C'était vraiment ma découverte de cette plume, qui est une plume extrêmement romantique, d'une part, alors romantique au sens littéraire. On a vraiment l'exposition dans le détail des émotions des personnages. Le plus souvent, on est d'un point de vue interne, donc en plus, on a cette dimension supplémentaire du fait d'être plongé dans l'existence des protagonistes qu'elle choisit de mettre en scène. Dans Asphodèle, le personnage qu'on suit, c'est un vampire qui se nomme donc Asphodèle, et on va le suivre au travers de 8 histoires d'amour, je crois que c'est 8, hein. 7 histoires d'amour, pardon. 7 histoires qui se terminent donc par des meurtres, puisqu'Asphodèle est un vampire, et que... Alors, ça ne va pas être la seule raison pour laquelle les personnages féminins dont ils tombent amoureux disparaissent. Mais en tout cas, dans une large mesure, c'est son statut de vampire qui entraîne la mort de ces personnes. Et donc on va avoir cette espèce de dualité qui va se construire entre le personnage extrêmement romantique d'Asphodèle, qui vraiment cristallise des choses sur les femmes qu'il rencontre, tombe éperdument amoureux, se sacrifie, se donne à ces personnes. Et en parallèle, on va avoir donc ce contraste avec la figure vampirique qui est très froide, qui est sanguinaire, voilà, qui est très bestiale. C'est pas le côté le plus développé du roman, clairement pas. On est beaucoup plus sur la dimension romantique, comme je vous le disais, romantique et gothique, vraiment les 2 pans, puisqu'on a vraiment aussi ce côté des descriptions des grands manoirs, des femmes qui très souvent sont enfermées sous la coupe d'hommes qui ne sont pas très bien traitants avec elles. Donc on a aussi toute cette dimension de dénonciation de la condition des femmes. Quasiment tout, je vérifie, mais il me semble que même que dès le premier tome, on est
au 19e siècle et... ah non, là, on est à la fin du 18e, mais la plupart de l'histoire se déroule donc sur le 19e siècle et donc sur cette époque un petit peu où on va être dans une rupture plus franche aussi avec l'église, où la dimension de sacralité, elle va changer beaucoup. D'ailleurs, le premier personnage féminin qu'on va nous décrire, c'est une nonne très jeune qui est rentrée dans les ordres, qui doute un petit peu de sa foi, qui est extrêmement triste de douter de sa foi. Et en fait, Asphodèle va complètement la corrompre et se servir d'elle. Donc c'est un petit peu... Là, pour le coup, c'était un moment un petit peu étonnant dans la construction parce que nous, on est du point de vue du prédateur qui, finalement, dépeint des sentiments qui sont très positifs, mais dans ce qui est décrit... c'est très dérangeant, voilà. Et ensuite, on est sur des relations un peu plus, je dirais, sur le même pied d'égalité, où il n'y a pas toute cette dimension de suprématie de l'homme sur la femme, de maltraitance, etc., etc., ou tout du moins pas de maltraitance causée par Asphodèle. Alors ça c'est pour la première, je dirais le premier pan du récit. Il y a un second pan qui se construit en parallèle, qu'on ne comprend absolument pas au début, mais qui petit à petit, je dirais, prend forme, puisqu'on a des interludes entre chaque chapitre. Ce sont des interludes qui en général sont assez brefs, donc illustrés par Floquera, donc on a toujours une idée globale de ce qui peut se passer et de ce qu'on est censé s'imaginer. Je vais essayer de vous trouver une autre illustration, toujours dans l'interlude, et enfin dans les interludes, et en fait ces illustrations, elles sont censées nous porter à comprendre la révélation finale, et je dois reconnaître que moi je ne m'y attendais absolument pas. Alors j'étais pas du tout partie dans quelque chose de mystique, ou tout du moins pas à ce point-là. J'avais bien compris qu'il y avait une dimension un petit peu symbolique et profonde, mais c'est vrai que je n'étais pas allée jusque-là, et je trouve que le retournement de situation et la façon dont il est amené sont assez intéressants. Et voilà, donc dans l'ensemble j'ai passé un bon moment, j'étais contente de retrouver La Plume de Louise Lebarre, mais ce n'est pas le seul titre de Louise Lebarre que j'ai lu dernièrement, puisque je vous en parlerai dans le prochain update lecture, mais j'ai lu Nous parlons depuis les ténèbres, qui est un recueil de plusieurs nouvelles écrites exclusivement par des femmes autrices de littérature de l'imaginaire, et la plupart du temps de littérature de l'imaginaire assez sombre. Asphodèle, c'est la confirmation du fait que La Plume de Louise Lebarre me plaît toujours autant, même si... alors là, ça me ment pas, du coup, c'est pas du tout pour le côté de La Plume. J'aime beaucoup les illustrations de Floquera aussi, hein, je l'ai pas précisé, mais je trouve que c'est extrêmement original. C'est vraiment un choix très très audacieux de la maison d'édition d'être parti sur ce type d'illustration, parce que ce n'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux actuellement, mais ça donne une véritable identité au récit. C'est super appréciable de sortir des sentiers battus de cette façon. Je trouve que c'est donner la chance à des personnes extrêmement talentueuses de proposer quelque chose qui est en marge de ce qui se fait partout. Donc pour tout ça, je trouve que c'est très cool, et je sais plus ce que je voulais dire, du coup je me suis coupée moi-même. Oui, j'étais pas forcément dans cet état d'esprit de partir dans quelque chose de très sombre et de finalement assez triste, mais ça a quand même bien marché avec moi et j'ai passé un bon moment. Je vais vous laisser là pour cet avis lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certains de ces titres, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je serai ravie de vous lire. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.